CSRD. 4 lettres qui donnent des cheveux blancs à certains à cause des soubresauts géopolitiques, à cause de la situation budgétaire. La CSRD serait un poids en plus dans leur business et donc ce ne serait pas le moment de s'y adapter. A contrario, d'autres personnes pensent que la Corporate Sustainability Reporting Directive est une opportunité et donc au contraire, il faut rentrer dedans avec joie et bonne humeur. On va pas se demander si c'est bien ou si c'est mal la CSRD, on va plutôt se demander comment s'y adapter au mieux. Et pour ça, j'ai 3 invités avec moi. Fabrice Bonifay, bonjour. Bonjour. Président du C3D, auteur aussi, co-auteur d'un livre, on va voir la couverture tout de suite, c'est l'entreprise contributive que vous avez donc coécrit. Alors, on ne voit pas encore la couverture, on la montrera plus tard. Mais donc la CSRD, ça fait un peu partie de l'œuvre de votre vie, hein, j'exagère pas trop en disant qu'on est vraiment dans l'un de vos engagements ou l'engagement principal de votre carrière actuellement. De ma carrière, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une évolution réglementaire, à mon avis, nécessaire pour inviter les entreprises à revoir leur modèle d'affaires, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Et parce que tout ce qu'on a essayé avant, ça n'a pas fonctionné, manifestement. On a créé beaucoup de richesses économiques, ça c'est incontestable. Mais à quel coût ? Dans certains pays, mais à un coût écologique qui est juste pas soutenable. Donc la CSRD, entre autres, tend à corriger cela. Et c'est vraiment l'intérêt, à mon avis, des organisations. Oliver Foss va peut-être confirmer, enfin je pense que vous allez confirmer, senior vice-président en charge de la RSE chez Biomérieux. Il y a eu un premier rapport en lien avec la directive début d'année. Je vous demanderai d'ailleurs comment ça s'est passé. Et en face de vous, Christophe Jouvel, donc directeur général adjoint de l'Atlas OPCO, opérateur de compétences spécialisé donc dans tous les métiers de la transition. C'est bien résumé ou pas ? Voilà, sur les métiers du conseil, de la banque, de l'assurance, des experts comptables et du commissariat aux comptes. On parlera de ces nouvelles compétences justement en lien avec la CSRD. Et comme tous les vendredis, Caroline de Senneville, bonjour. Bonjour Nicolas. Donc journaliste décideur RH, je vais vous poser la première question à vous. La CSRD pour les nuls, c'est quoi ? La CSRD, c'est une directive européenne qui a été adoptée en 2022 dans le but de remplacer la Non-Financial Reporting Directive de 2014, la NFRD. Elle vise à promouvoir une économie européenne durable et responsable. Son but, c'est de renforcer la transparence et la responsabilité des entreprises sur les thèmes liés à la durabilité. Et ça couvre les fameux aspects ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et elle oblige, donc le but de la CSRD, c'est que les entreprises établissent tous les ans un rapport de durabilité qui couvre ces fameuses performances ESG avec ce fameux principe de double matérialité, c'est-à-dire évaluer l'impact de l'entreprise sur l'environnement, la matérialité de l'impact, et l'impact des enjeux de durabilité sur la situation financière de l'entreprise. On ne va pas reparler de la philosophie derrière la CSRD, mais par contre, il y a une critique qui revient souvent sur la CSRD, c'est le côté fastidieux, c'est encore un poids administratif, c'est encore beaucoup de travail. Alors qu'en fait, je crois que les partisans, les pairs de la CSRD cherchent plutôt quand même à simplifier tous ces rapports qui s'accumulent. Je crois que dans la philosophie, c'est plutôt de rapatrier et de centraliser en fait beaucoup de rapports qui se cumulaient. Il n'y a aucune obligation de prendre en compte l'ensemble des obligations de la CSRD, parce que l'entreprise doit faire une matrice qui va déterminer ce qui est matériel et pas matériel pour elle. Donc, il y a quand même assez peu d'entreprises qui va considérer que tous les enjeux la concernent. Donc ça, c'est déjà une vue de l'esprit. Donc il y a déjà beaucoup d'éléments de reporting financier, de reporting extra-financier en relation avec les obligations de la CSRD, hein, les 12 CRS, les fameuses normes, enfin pas les normes sectorielles, les normes qui caractérisent en fait ce qu'il y a dans la CSRD. Chaque secteur n'a pas forcément les mêmes. Chaque secteur n'a pas les mêmes. Et en plus, qu'en fait, a priori, les normes sectorielles sont reportées sine die. Ça aurait été bien qu'on ait des normes sectorielles plus rapidement, parce que ça aurait permis une meilleure comparabilité entre les entreprises, mais ça, c'est pas pour tout de suite, manifestement. Donc, l'entreprise peut appliquer la CSRD en fonction de ses propres enjeux, sans avoir à couvrir l'ensemble des exigences, que ce soit quantitatif ou qualitatif. À partir de là, ça lui donne une feuille de route, parce que l'objectif, c'est pas de mesurer pour mesurer, c'est de mesurer par rapport à l'état de l'art, déjà, de ce qui peut exister ailleurs. Les entreprises ne sont pas au même niveau.
Et ça leur permet de mettre en place ce qu'on appelle un plan de transition, parce que la finalité, c'est pas simplement d'être redevable, d'être transparent, de pouvoir comparer, que les entreprises puissent se comparer entre elles ou qu'il y ait des organismes. C'est d'avoir un modèle qui soit solide et qui puisse s'adapter aux enjeux futurs. À partir du moment où l'entreprise considère qu'elle a des impacts, comme l'a dit Madame, et que les impacts qui sont négatifs, et que c'est pas bon pour la durabilité, ne serait-ce que des services écosystémiques dont on dépend, l'entreprise doit déclarer et montrer comment elle va financer ça. C'est ça qui est très important dans la CSRD. Comment elle entend mettre en place une feuille de route pour réduire ses impacts négatifs, maximiser les positifs et démontrer à ses parties prenantes, contractuelles et non contractuelles, qu'elle est sur la voie de la durabilité. Donc on n'est pas sur une garantie de résultat, on est sur une garantie de moyens, d'action et de stratégie à mettre en place. Justement, l'objectif ultime, si je schématise, c'est la neutralité carbone à l'échelle continentale en 2050. Mais il y a aussi, on va être beaucoup plus pragmatique, c'est qu'il y a des enjeux financiers, c'est-à-dire qu'on peut soutenir financièrement, les pouvoirs publics peuvent trouver des fonds, des investisseurs privés peuvent trouver des fonds. L'idée, c'est que les bons élèves de la CSRD, quand même, seraient peut-être plus soutenus financièrement à terme dans le futur pour accompagner ou accélérer leur transition. Il y a ça aussi quand même qui peut jouer. C'est plus le rôle de la taxonomie que la CSRD en tant que telle. Mais la CSRD, c'est surtout pour donner confiance au secteur financier, oui. Comme quoi, parce que les investisseurs sont demandeurs de ça. Oui, bien sûr. Mais c'est ce que je dis, de leur donner confiance sur le fait que l'entreprise a pris la mesure des écarts qu'elle a par rapport à ce que devrait être une trajectoire de durabilité en soutenabilité forte, c'est-à-dire sans compromis, et qu'elle a documenté sa feuille de route pour y arriver progressivement, mais avec, au moins pour le CERES E1, qui est la partie climat, parce que c'est la seule où il y a une target, un objectif. Très clair, et moins pour le social, la gouvernance. Ouais. Alors que les autres, il n'y a pas vraiment de target, ça a été enlevé dans les différentes versions. Mais là, pour la partie climatique, qui est pour moi pas la plus importante c'est la partie biodiversité. Là, il y a eu un bug dans le système, on aurait dû être... Enfin, je pense que le législateur... On parle de carbone, on ne parle pas de... pas assez. La biodiversité, ça fait partie des exigences, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont omis de mettre la biodiversité comme un enjeu matériel, alors que si vraiment il y a un truc qui est matériel pour tout le monde, au même titre que le climat, la survie des espèces. C'est bien la biodiversité. Donc, avant de donner la parole à Olivier Faust, Caroline de Senneville, le nombre d'entreprises concernées, il est réduit et le calendrier d'application pour ces entreprises aussi, il est retardé. Est-ce que vous pourrez faire un petit point là-dessus? Et après, j'aurai une question pour vous, Oliva. Oui, initialement, la CSRD devait s'appliquer à toutes les entreprises de plus de 250 salariés avec un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Il y a eu pas mal de débats et de modifications. La Commission européenne a proposé le paquet Omnibus en février qui déjà réduisait un peu le champ d'application. Le Conseil de l'Union européenne a adopté sa position le 23 juin en proposant que seules les entreprises de plus de 1000 salariés et avec un chiffre d'affaires supérieur à 450 millions d'euros soient concernées. Donc ça réduit pas mal. Et là, on attend que le Parlement européen se prononce. À l'automne, c'est bientôt. À l'automne. Voilà, donc ça devrait réduire, c'est ce que vous disiez Fabrice, fortement le champ des entreprises concernées. On passe de 50 000 à 6 000. Je te donne la parole à Oliver Faust parce que Biomérieux a fait son premier rapport conforme à la directive européenne CSRD. J'ai envie de vous demander, ça va ? Il n'y a pas eu de blessés, pas de cataclysme, Biomérieux se porte bien ? C'est beaucoup de travail, c'est très vertueux, mais c'est beaucoup de travail. Comment ça s'est passé concrètement? Vous avez mis des gens dessus spécifiquement? Vous leur avez accordé combien de temps pour le faire? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Parce que vous, on a l'impression que ça s'est passé facilement quand beaucoup d'entreprises disent « voilà, pour nous, c'est dur ». Dans la chaîne de valeur, il y a aussi des prestataires, les plus petites entreprises qui ont du mal à suivre. Et donc, ça complexifie. Je crois que c'est dans Le Monde. Septodonte avait témoigné, l'un des dirigeants, en disant « oui, mais on a du mal à aller récupérer les données auprès de nos prestataires les plus petits ». Vous, comment vous avez fait? Je trouve que c'est intéressant de voir aussi, de comparer le temps qu'on passe à répondre à de multiples questionnaires d'agences de notation extra-financière. Et ça, on le fait sans rechigner. Et voilà, là, sous prétexte que c'est obligatoire, on va rechigner à répondre à la CSRD. Alors qu'à terme, on espère que la CSRD puisse aussi nous servir de normes communes et nous faire économiser pas mal de temps avec un étalon de comparaison fiable. Oui, à terme, on va gagner du temps grâce à ce cadre. Ouais, mais là, on le perd pour s'adapter, en fait, finalement. Voilà. Mais à terme, à moyen terme, on doit le gagner. Ouais. Fabrice Bonifay, je vous entendais déjà, vous vouliez déjà réagir, mais les chiffres de Caroline, ça ressemble quand même un peu à un refus d'obstacle, on dirait ça en équitation. Ça vous inspire quoi qu'on réduise autant le nombre, le champ des entreprises concernées ou qu'on retarde
l'application pour certaines catégories. C'est deux choses différentes, de retarder et de réduire. Qu'on retarde parce que les petites organisations, les petites entreprises n'ont pas les moyens, les fonctions support qu'ont les grandes, et qu'on leur donne plus de temps pour s'adapter, pour mettre en place le système d'information qui va bien pour récupérer ces fameuses données. Les entreprises, moi, ça me paraît tout à fait normal. C'est légitime. C'est légitime, et que ce système pas à pas... il y a eu d'autres législations dans d'autres domaines, et je pense qu'il y a vraiment nécessité de prendre en compte cette évidence que, oui, il y a moins de fonctions support. Voilà, c'est plus dur pour certains. De là à dire que ces entreprises ne sont plus concernées, ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'en fait, il y a seulement les grandes entreprises seraient concernées par la durabilité. Ce qui est impossible. Parce que les chaînes de valeur font que c'est impossible. Quand on sait qu'il suffit de regarder les scopes des bilans carbone, la plupart des entreprises ont l'essentiel de leur poids carbone chez leurs fournisseurs. C'est le fameux scope 3. Et donc, si les fournisseurs n'entament pas de mutation, de transformation de leur modèle d'affaires, jamais les grandes entreprises ne pourront tenir leurs propres objectifs, parce qu'elles dépendent forcément de leurs partenaires. C'est aux grandes entreprises d'essayer de soutenir aussi leurs partenaires. Bien sûr, de les aider. Donc d'investir un peu dedans. D'investir, oui, bien, surtout... Vous savez, le problème dans tout ça, c'est un problème de modèle économique. On est sur des modèles économiques qui sont linéaires, extractivistes, écocidaires. Voilà, et qui ont oublié une donnée ils ont oublié une donnée dans leur chiffre d'affaires, c'est le coût écologique. La dette environnementale contractée par la création. Pas dans les bilans financiers. Dès que vous avez un profit, vous avez une dette environnementale et sociale en face. Ça, pendant très très longtemps, ça a fonctionné, parce que la planète était très grassouillette en ressources. C'est plus le cas. Mais c'est plus le cas. Donc l'entreprise doit comprendre que si elle veut de la pérennité financière, de la prospérité, il faut qu'elle rembourse cette dette environnementale. Et qu'elle préserve ensuite les ressources. Et donc le mode linéaire, tel qu'on le connaît aujourd'hui, extraction, production, utilisation et ensuite destruction, n'est pas adapté à ça. Donc le circulaire, ça c'est ce que vous prenez. Le circulaire, c'est ce que prônent les entreprises du réseau C3D, c'est évident. Et le circulaire, mais pas le circulaire au sens du recyclage, ça c'est pas bien, au sens de faire durer plus longtemps tout ce qui existe. Les infrastructures, les produits, et ça on a besoin de le faire durer beaucoup plus longtemps et d'intensifier. Ça va pas plaire à certaines entreprises, les leaders du e-commerce par exemple, on pense à Amazon, mais c'est des entreprises qui payeront moins cher à détruire des non vendus qu'à les passer en seconde main. Dans cette histoire, il y aura tout le monde sera perdant si on n'y va pas. Et si on y va, il y aura effectivement des modèles qui sont plus orthogonaux que d'autres. Certains qui auront plus de voilà. Oui, c'est très bien. Mais enfin, aujourd'hui, l'intérêt général, c'est de préserver les communs, c'est de rester sur une planète avec des conditions d'habitabilité. Sinon, on ne pourra plus faire de... Voilà, donc là, au bout d'un moment, il faut quand même faire preuve de raison, et on a tout intérêt à y aller le plus vite possible, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent on ne pourra pas se permettre d'attendre encore 10 ans pour véritablement faire diminuer ce qui n'est pas essentiel et verdir ce qui doit l'être. Christophe Jouvel, je vais me tourner vers vous parce que là, vous n'avez pas encore parlé, mais il y a un vrai sujet, c'est les compétences nécessaires pour opérer ces changements. Et je crois que même rien que pour faire ces rapports et CSRD, il y a déjà des fois des formations qui sont proposées auprès de l'opérateur. La formation vraiment joue un rôle clé dans la sensibilisation, l'outillage, l'accompagnement des personnes qui vont devoir remplir ces tableaux, remplir ces reportings de durabilité, la sensibilisation, puisque dans chaque organisation, il faut que chacun comprenne le rôle qu'il a sur la ressource des données qui sont remontées, des compétences techniques également pour remplir les méthodologies qui sont demandées, puisqu'on a parlé de la CSRD avec un peu plus de 1100 indicateurs, et puis l'EFRAG qui est en train de voir à réduire à 350, et puis l'outillage pour que les entreprises puissent remplir et traiter les données plus rapidement. Cette formation est importante puisque Atlas accompagne notamment des entreprises du conseil, dedans du bureau d'études, des experts comptables et des commissaires aux comptes, qui sont les entreprises qui accompagnent l'ensemble des entreprises sur la partie CSRD. Il y a une grosse demande des entreprises, vous le voyez ça augmente. On a effectivement une plateforme de formation que nous proposons, puisque nous sommes financeurs de formation, mais pas organismes de formation, autour de la CSRD. Et si je prends rien que les petites entreprises, puisqu'on parlait de la CSRD dans les grandes entreprises, mais nous on accompagne beaucoup les entreprises de moins de 50, eh bien c'est déjà plusieurs centaines de formations qui ont été faites au titre de la CSRD cette année, sur la CSRD en tant que consultant, sur la CSRD pour remplir les reportings de durabilité sur l'ensemble des sujets de la CSRD. Ces petites entreprises qui vont accompagner les grandes entreprises, toutes les entreprises à remplir ces tableaux et à répondre également
à leur niveau sur la partie CSRD. Et donc, plus on aura de la formation, plus dans l'entreprise, on aura un engagement de l'ensemble des collaborateurs et une vraie culture de durabilité dans l'entreprise. Oliver Foss, du côté de Biomérieux, combien on investit en hommes, enfin en ressources humaines, hommes, femmes, mais aussi en argent, sur ces formations spécifiques liées à la CSRD, mais aussi à tous les enjeux ESG, d'ailleurs? Nous, on s'est organisé chez Biomérieux de la manière suivante. On a dans mon équipe une personne qui était déjà en charge dédiée du chapitre ESG du document de référence de déclaration universelle. Et elle s'est dédiée pendant plusieurs mois comme chef de projet. Donc, elle s'est formée à titre personnel. On a pris un conseil externe. Et puis ensuite, c'était beaucoup de transverses en interne. Et c'est ce qui est très enrichissant, c'est de faire des groupes de travail transversaux où on est RSE avec finance, avec RH, avec HSE, etc. Donc pour plus vraiment de transversalité se poser les bonnes questions ensemble et construire des plans d'action ensemble, se poser les bonnes questions sur les objectifs qu'on veut se fixer. Donc, c'est extrêmement, extrêmement vertueux à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de contributeurs en interne, donc c'est difficile d'évaluer le temps homme, puisque c'est une foultitude. C'est un changement de philosophie, presque. C'est un changement de philosophie, oui. Et puis c'est convaincre chacun de l'utilité de cette démarche. Et puis derrière, donc cette chef de projet, de manière très volontariste aussi, a développé une formation e-learning avec notre université interne, puisqu'on a la chance d'avoir une université interne. Et cet e-learning-là est diffusé très largement à tous les contributeurs, surtout sur la fiabilité des données. Comment on fait pour vraiment déclarer des données fiables, auditables. J'avais lu, pour changer un peu, parce qu'on va bientôt finir ce débat, j'avais lu sur un réseau social un consultant d'entreprise qui disait aujourd'hui, vous savez, ESG, CSRD, c'est plus le problème des entreprises. Là, tout le monde ne pense qu'à l'IA. Justement, l'IA qui est très coûteuse en énergie, mais l'IA qui peut-être, selon un rapport PwC, pourrait quand même aider un petit peu. Alors, je sais que Fabrice Bonifay, avant l'antenne, vous me disiez, vous n'y croyez pas trop, mais selon ce rapport PwC, Caroline, de plus en plus d'entreprises vont s'appuyer sur les outils IA génératifs pour faciliter leur reporting. L'utilisation de l'IA dans les reportings a presque triplé. Elle a atteint 28% cette année contre 11% en 2024. Donc c'est encore une proportion assez faible, mais c'est la dynamique qui est importante. Et donc Fabrice, vous n'y croyez pas trop, il y a d'autres choses. C'est pas l'IA qui va nous sauver. Le problème, c'est pas les datas. On parle de data là. Bien sûr qu'il faut des datas pour disons que les mesurer. Pourfendeurs de la CSRD se plaignent des datas, trop de data. Là, c'est un peu une réponse qu'on peut leur donner. Oui, mais enfin bon, le sujet, c'est vraiment pas ça. C'est la philosophie qu'on met derrière. Donc, et surtout que la plupart des datas dans l'ESG, j'ose vous le dire, sont fausses. Et on peut les détourner facilement. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, faire un bilan carbone, qu'est-ce qu'on prend en compte prend en compte dans le scope 3, c'est très compliqué. C'est pas une question de choisir des bonnes datas, c'est qu'on les a pas. Donc c'est approximatif. Donc l'IA va compiler des datas approximatives. Elle peut faire des évaluations. Elle fera des évaluations, elle va peut-être réduire l'intervalle. Mais en fait, peu importe. Vous savez, quand vous êtes obèse, vous n'avez pas besoin de savoir. Pas besoin de se peser. Se peser pour ça. Aujourd'hui, les entreprises sont obèses en carbone. Elles doivent diviser par 3-4 leur empreinte carbone. Donc, peu importe, franchement, d'avoir des bilans carbone extrêmement justes, validés par de l'IA. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est d'avoir des trajectoires, d'avoir des actions, d'avoir une vraie volonté du leadership, d'avoir une volonté de changer le modèle économique. Et après, bien sûr, on va accompagner ça de data qui vont pouvoir attester d'une année sur l'autre ce qui est mesurable. Il n'y a pas grand-chose de mesurable. On ne va pas lui donner plus d'importance qu'elle n'en a. Exactement. Mais ce que vous dites, c'est voir la réalité en face. C'est-à-dire voir dans son bilan financier ce qui n'est pas financier et donc le coût environnemental. Et ça, il n'y a quand même pas beaucoup de patrons qui ont envie de le faire. Ah non, peut-être, mais c'est ce qu'il faut faire. Et c'est indispensable. Et c'est ce qu'il faut faire. Et dans la CSRD, c'est ça qui est intéressant. Les données extra-financières, ça fait longtemps qu'on sait, nous, les responsables RSE, qu'elles sont fausses. Par contre, on parle de greenwashing, alors. Mais c'est pas une question de ça. Il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'elles n'ont. Non. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est une entreprise. Je vous donne un exemple. Si une entreprise dit, moi, pour décarboner ou pour prendre en compte le vivant dans mon modèle économique, j'ai besoin d'investir dans telle ligne de production. Et je vais mettre
tant d'argent sur la table. Et ce que les commissaires aux comptes vont venir voir à un moment donné, C'est le résultat c'est le résultat de ça. Mm. Et la CSRD, c'est dans cet esprit-là qu'elle a été construite. dans le but d'être efficace. Dans le but Pas d'atteindre les d'être objectifs. L'objectif, c'est de sauver quand même la planète. Et ça, ce sera un très bon mot de la fin parce qu'on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup Fabrice Bonifay, président du C3D, donc auteur du livre L'entreprise contributive, Oliver Faust, senior vice-président de Biomérieux en charge de la RSE, Christophe Jouvel, donc directeur général adjoint de l'opérateur de compétences Atlas, et bien sûr Caroline de Senneville, journaliste décideur RH qui nous accompagne tous les vendredis. Très rapidement, merci à Charles à la réalisation, l'immense Paul au son. Merci aussi à Émilie qui était en régie pour l'édition. Le patron Arnaud Ardouin est de retour demain. D'ici là, portez-vous bien, suivez-nous en replay ou sur les réseaux sociaux. À bientôt.